Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Julien Dray, ancien député socialiste, auteur d'un livre qui sort aujourd'hui. Qui est Mélenchon? Aux éditions Plomb. Julien Dray, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Alors, ancien député socialiste, toujours membre du Parti socialiste? Alors, j'ai quitté en 2022. Oui, 2022, oui. Et là, je pense que je vais reprendre ma carte parce que... Ah bon? Oui, parce que je pense qu'on est dans un moment important. Oui. Où il faut que le Parti socialiste choisisse. Oui. Choisisse bien, d'après moi. Et que c'est là où le débat va avoir lieu. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'enferme dans un tête-à-tête avec Mélenchon et d'un certain point de vue, on entraîne le pays vers une situation pour moi chaotique, ou est-ce qu'on accepte une coalition, de participer, de faire un compromis. Alors je sais que le mot compromis est vécu pour une partie de la gauche comme une compromission, mais je pense que le moment est là. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait le choix de la République ou est-ce qu'on fait le choix de l'aventure? Bien, eh bien, nous allons développer tout cela dans la deuxième partie de l'interview. Je voudrais quand même commencer par ce que je considère comme très important, et vous aussi, j'imagine, Julien Dray, c'est la situation syrienne, la chute de Bachar al-Assad. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais aujourd'hui, je vois. Je vais revenir sur la chute d'Assad et la succession possible, l'avenir de la Syrie et du Proche-Orient. Mais je vois, LFI, Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan, les chrétiens d'Orient, Monsieur Mariani, tous ceux qui se sont précipités à Damas, payés par Monsieur Assad, tout à coup se féliciter de la chute d'Assad. Ça vous fait sourire comme moi? Ça me fait d'autant plus sourire que je vais vous raconter deux anecdotes. Oui. La première, c'est Jean-Luc Mélenchon était ministre. Oui. Gouvernement Lionel Jospin. Et personne ne voulait accompagner Bachar al-Assad quand il était là à Paris. Et Lionel Jospin lui a demandé, et il l'a fait. Et donc nous, à l'époque, on travaillait ensemble, tous ensemble. On lui dit, mais pourquoi t'as fait ça? Il dit, mais parce que Lionel me l'a demandé. Je dis, d'accord, mais t'aurais pu te porter pâle. Tu te rends compte l'image que tu donnes? On est la gauche du parti, on est censé se battre avec les peuples, etc. Et toi, tu raccompagnes un des pires dictateurs. Je dis, oui, mais tu comprends, c'est un État laïque, etc. Je dis, ah bon, d'accord, mais on peut être État laïque et être un oppresseur, hein, c'est pas une référence. Bon voilà, donc c'était une très grosse engueulade, mais lui, il l'a assumé et il a continué dans ce sens-là. Il y en a une deuxième, c'est que pendant le quinquennat de Hollande, c'est peut-être la seule chose que j'ai fait d'utile, j'ai effectivement milité comme un fou pour défendre les Kurdes. Et j'ai permis que... Alors permis, c'est un grand mot, parce qu'en fait, sur le fond, il était d'accord, que François Hollande mobilise la France aux côtés des Kurdes. Et je me suis fait engueuler par tous les militants de LFI. Ah bon? À l'époque, oui. Parce que les Kurdes, où ils vont... Alors, ils faisaient semblant de venir dans les meetings, mais ils venaient pas, ils oubliaient de venir dans les réunions, etc. Et oui. Parce que, évidemment, les Kurdes étaient suspectés d'être peut-être des agents pro-américains. Oui. Donc le positionnement de Jean-Luc Mélenchon et de LFI, là, c'est du pur opportunisme. Là, le problème, c'est que c'est toute la contradiction, c'est ce que j'ai essayé de développer dans le livre. Oui. Il a une vision du monde qui est une vision campiste. Il y a les bons et les méchants. Oui. Et peu importe dans son camp, qu'il a défini comme étant le camp des bons, si là-dedans, il y a des personnages infréquentables. Voilà. Donc, il était avec Hafez al-Assad, avec tous les régimes qui affrontaient l'Amérique. Et là, il est ennuyé, parce qu'il est obligé de faire un salto, comme on dit là, le truc où on se remet sur ses pieds en faisant un saut là. Un double salto. Un double salto, voilà. Oui. C'était la révolution bolivarienne. Oui, avec l'alliance bolivarienne. Raúl Castro, avec Maduro, et avec comme associé Téhéran et Assad. C'est l'alliance bolivarienne. Parce que tout le problème, c'est un problème méthodologique. Moi, je pense que dans la politique diplomatique, il faut garder les principes. Il ne faut pas commencer à dire les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Parce qu'avec ce jeu-là, c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans le livre, on en arrive à avoir des relations infréquentables. Alors, le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il considère, je mets entre guillemets, que les masses islamistes sont ses nouveaux alliés dans l'affrontement avec l'Amérique. Et peu importe qui dirige ces masses islamistes. Et peu importe qui sont ces masses islamistes. Et c'est pour ça que, il s'est retrouvé avec le Hezbollah, le Hamas, Hafez el-Assad, et que maintenant il sait où il est. Parce que le peuple syrien, il a dit, attends, t'es gentil, mais t'as vu nous, 500 000 morts, des prisons, etc. Alors voilà. Oui, Julien Dray, le régime d'Assad qui aurait pu chuter en 2013, 2014, 2015 si les Russes ne l'avaient pas sauvé. Non, évidemment. Si vous permettez, Jean-Jacques, petite anecdote. Allez-y. En fait, celui qui sauve... Obama? C'est Obama. Oui. Moi, vous savez, j'ai pas joué un rôle très important pendant le quinquennat de François Hollande, mais il me parlait. Parce qu'au moins, il y avait quelqu'un avec qui il pouvait parler. Donc, j'étais c'est la première fois que j'ai vu François Hollande dans un état
hystérique, de colère, parce que Obama nous a empêchés d'intervenir militairement. Mais il l'a fait 2 heures avant l'intervention militaire. Oui. Voilà. Ce qui fait qu'il a stoppé tout. Ce qui fait que la France, qui avait prépositionné des forces spéciales avec des hommes qui étaient sur le terrain, a été obligée en catastrophe d'arrêter les choses. Et c'est pour ça que les Russes viennent après. Parce que comme nous ne faisons pas tomber le régime, eux, ils viennent et ils font le sale boulot. C'est d'ailleurs ce que disait Mélenchon en disant « Ah, mais eux, les Russes, voyez bien. » Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc la première faute initiale, elle est celle d'Obama. Bon, maintenant, l'homme fort est un homme que l'on ne découvre pas, que l'on connaît depuis longtemps, islamiste avéré. Islamiste avéré, ancien d'Al-Qaïda, il a créé Al-Nosra, il s'est battu. Oui, non, mais c'était attention, hein, c'était et voilà que tout à coup il se part d'une forme de respectabilité. Il accorde une interview à CNN. Il a réussi en 12 jours à renverser Assad sans effusion de sang pratiquement. Parce qu'en fait, le régime s'est effondré. Oui. Il s'est effondré pour 2 choses. Monsieur Jolani. Parce que d'abord, les Iraniens n'avaient plus de force pour pouvoir... ils avaient tellement perdu d'hommes qu'ils n'ont pas pu le soutenir, et que les Russes, d'après moi, avaient décidé de se replier. Voilà. Oui. Ils ont négocié discrètement la protection de leur base. L'attaquer, etc. Et ils sont mis un peu à l'écart, ils en avaient marre, dans une relation conflictuelle avec le régime. Maintenant, on est dans une situation qui est un peu similaire à la chute du Shah d'Iran en 1979, quand, dans un premier temps, tout le monde a regardé Khomeini en disant c'est un libérateur, etc. Et on a vu ce qui s'était passé. Et donc il ne faut pas recommencer les mêmes erreurs. Donc oui, évidemment, la chute de Bachar est une bonne chose pour le peuple syrien. Ça peut devenir le pire. Parce que ça peut être pire encore. Hein. On peut avoir un régime islamiste encore plus terrible. Ça veut dire qu'il va falloir être exigeant. Mais il y a une chose qui est très importante dans cette affaire-là. Oui. C'est est-ce qu'on soutient les Kurdes, ce qu'on appelle le Rojava, qui est la province, un tiers du territoire syrien qui est sous autorité kurde. Le nord et l'est. Voilà. Est-ce qu'on soutient les Kurdes ou est-ce qu'on ne les soutient pas? Et pour les soutenir, il y a une condition militaire. Ils n'ont pas besoin d'armes. Ils savent se battre. Hein. Et ils l'ont montré. Ils n'ont pas d'aviation. Donc il faut empêcher l'aviation turque de les bombarder. Oui. Là, ils peuvent tenir, et à ce moment-là, ça change la donne en Syrie. Parce qu'il y a cet objectif de la part d'Erdogan. Erdogan a fait tomber, parce qu'il a participé à la chute d'Assad, évidemment, hein, il a fait tomber avec la volonté, dans un second temps, d'atteindre les Kurdes. De régler le problème kurde. Jusqu'à maintenant, ils ne pouvaient pas, parce que les forces américaines qui étaient présentes, et un peu les forces françaises, de moins en moins, mais les forces américaines empêchaient cela. Le problème, c'est ça le danger. C'est si on a un monsieur Trump qui dit « moi, j'en ai plus rien à faire ». C'est ce qu'il a déjà dit. Voilà. Dans l'interview accordée vendredi dernier, c'est ce qu'il a dit. Et il les laisse tout seuls. Il les laisse tout seuls. Alors avec une question qui là va peut-être paniquer certains États, c'est que les Kurdes aujourd'hui, ils détiennent 50 000 prisonniers, qui sont tous des anciens djihadistes. Nous payons pour qu'ils les gardent. Oui. Maintenant, s'ils tombent, ces djihadistes, ils vont devenir quoi ? Oui, bah évidemment. Bien, Julien Drey, autre chose, regardons plus au sud. Le Liban s'est réjoui de la chute d'Assad, évidemment. Alors, pour la Turquie, il y a aussi une autre raison, c'est qu'il y a 3 millions de réfugiés syriens en Turquie et qu'il veut les renvoyer en Syrie. Hein, Erdogan, il en a assez. Ça crée des tensions, il a perdu les municipales. Voilà, il y a des tensions très fortes, et donc évidemment, il veut essayer de s'en débarrasser. Bien sûr, et 900 km de frontière entre la Turquie et la Syrie aussi. Mais regardons plus au sud. Le Liban s'est réjoui, et Israël est prudent. Hein. On a vu la prudence. Israël s'est réjoui de la chute d'Assad, mais attention. Parce que Israël est dans une situation, d'un certain point de vue, elle peut dire qu'elle porte une responsabilité dans la chute du régime. Puisque c'est les coups qu'elle a portés au Hezbollah, qui ont affaibli à ce moment-là le Hezbollah en Syrie, c'est la vigilance qu'ils ont exercée pour empêcher que les passes d'Aram passent les frontières, etc. Donc, mais en même temps, ils ont effectivement une responsabilité. Et je vais être très précis. Oui. Israël a une responsabilité par rapport aux Kurdes. C'est Israël qui doit protéger aujourd'hui les Kurdes. Et Israël peut le faire. Parce qu'Israël a le potentiel aérien qui fait qu'elle peut décider que le territoire kurde est, comme on dit en anglais, la no-flying, je sais pas quoi, là. Oui. Vous me permettez, demain matin. Voilà. Ça, Israël peut le faire. C'est sa responsabilité. Oui. Et ceux qui ont été, comme moi, solidaires du peuple israélien dans le drame qu'il a subi, etc., sont aujourd'hui en droit de dire, vous pouvez pas simplement vous occuper que de vos affaires. Vous avez là un peuple qui est un peuple laïque, qui est un peuple remarquable. Vous savez, ce qu'ils font sur le plan social, c'est extraordinaire. Vous savez combien coûte le prix de l'essence au Rojava ? 50 centimes. Ah oui.
Voilà. Vous savez qu'ils ont en plus, ça c'est pour le mouvement féministe, ils ont un truc, des fois, moi ça m'arrive de m'engueuler avec eux, ils ont ce qu'on appelle la codécision. C'est-à-dire tout, c'est un homme, une femme. L'armée est dirigée par un homme et une femme. L'État est dirigé par un homme et une femme. C'est la parité totale. Et si l'État français était dirigé, si le gouvernement... non, mais Julien Drey, non, mais vous me parlez d'un homme et une femme. Imaginons, à Matignon, un homme et une femme. Bon, on aurait Madame Royale et... Non, Madame Royale, arrêtez. Non, on peut l'envoyer en Syrie si elle veut, Madame Royale. Non, arrêtons avec Madame Royale. Mais moi, ça m'arrive... Qui est candidate à tout. Bon, on va pas... Non, oui, mais moi, ça m'arrive, parce que je les connais bien. Méchant, mais vous avez compris que je les connais très très bien. C'est des frères. On a mené la bataille ensemble à l'époque pour éviter que la prise de la petite ville qui s'appelait Kobané, qui était une question clé, sinon ils perdaient. Oui, je me souviens. Voilà. Moi, ça m'arrive des fois de les brocarder en disant en faites pas trop quand même les gars, etc. Mais moi, je peux vous dire une chose. J'ai 3 amies à moi, kurdes, qui sont mortes, assassinées. Parce qu'elles ont une règle, les combattantes kurdes. Elles ont une grenade. Elles ne veulent pas être capturées parce qu'elles savent ce qui va leur arriver. Mais c'est des combattantes remarquables. C'est les femmes. Vous rigolez pas avec elles. Hein. Bien. Alors en France, dites-moi, Julien Drey, vous parliez tout à l'heure de compromis. Il faut absolument un compromis. C'est ce que voudrait... Par exemple, j'ai entendu la présidente de l'Assemblée nationale le dire. Elle dit, s'il y a alliance des socialistes jusqu'à LR, ça représente 299 députés avec l'IOT. C'est la solution pour vous? À ce stade-là, c'est la seule solution. Maintenant, il faut comprendre une chose. Jean-Luc Mélenchon, qui est loin, qui est tout sauf stupide, il joue la présidentielle anticipée. Il veut la présidentielle. Mais pourquoi? Tiens, arrêtons-nous un instant. Pourquoi est-ce qu'il veut? Pourquoi est-ce qu'il s'acharne sur cette volonté de pousser Emmanuel Macron à la démission? D'abord, parce qu'il y a l'âge. Ça compte. Il a l'âge, oui. Voilà. Donc, il ne sait pas s'il va... Je lui souhaite rien, je souhaite qu'il soit en bonne santé, etc. Mais il y a l'âge qui compte. Il dit, est-ce que je vais pouvoir être en capacité... Voilà. Deuxièmement, il pense qu'il a une opportunité. Et il pense que depuis le 7 octobre, il a renforcé cette opportunité. Parce qu'il a assis une forme d'autorité sur une partie de la jeunesse issue des quartiers, ou même d'une population... Pas que des quartiers, Pas que des quartiers, de la jeunesse, effectivement, des jeunes dans les universités, jeunesse etc. universitaire, une jeunesse, oui. Voilà. Et donc, il se dit, j'ai un rapport de force qui m'est favorable. Et j'ai d'autant plus un rapport de force favorable que les autres ne sont pas prêts. Alors que moi, je suis prêt. La gauche n'a pas d'alternative, donc en fait, elle sera obligée de voter pour moi. Voilà. Et donc, il veut aller à la confrontation. Et il pense qu'en face, il aura Marine Le Pen. Et il se dit, de toute manière, si je perds, elle aura le chaos. Et si je gagne, alors là, vous verrez l'homme d'État que je suis. Voilà. C'est son calcul. C'est son calcul. Bon, vous parlez de compromis, donc. Il faut trouver un compromis. Enfin, il faut trouver un nom aussi. Pour conduire le compromis. C'est bien beau, ça, mais Emmanuel Macron cherche. Alors, moi, je pense d'abord, il y a toujours des gens qui sont de l'expérience. Je veux dire, moi, vous savez, je rappelais... Qui choisiriez-vous si vous étiez à la place d'Emmanuel Macron? J'aurais une petite hésitation, mais moi, j'ai aucune hostilité à l'égard de François Bayrou. Je rappelle, juste pour mémoire, qu'en 2007, j'ai été celui qui a poussé à ce qu'on essaye de faire un accord avec lui. Et on ne l'a pas fait au dernier moment, mais j'étais pour, de la même manière que j'ai dit à François Hollande à plusieurs reprises pendant le quinquennat qu'il avait tort de ne pas donner des responsabilités à François Bayrou, et qu'on a eu tort d'ailleurs de le faire battre aux législatives. Donc moi, je pense que, je ne suis pas d'accord avec lui surtout, mais je pense que c'est un homme de compromis avec qui on peut travailler. Mais il y en a un autre à gauche que j'aime beaucoup, qui d'après moi aussi a ce potentiel-là, c'est M. Cazeneuve. Voilà. Donc les deux, hein, ça se joue entre les deux. Voilà, et d'ailleurs il faudra le problème il est simple. Il va falloir que tout le monde apprenne à travailler ensemble pendant 3 ans. C'est compliqué en France. Alors, c'est compliqué à l'extérieur, parce que je peux vous jurer qu'à l'intérieur, moi je l'ai vu dans l'hémicycle, sur bien des textes, quand on discute sérieusement, on arrive à des compromis. Voilà. Et c'est cette notion de compromis qui est problématique en France. Et surtout, Mélenchon fait régner une forme de terreur intellectuelle. Si tu fais un compromis... Donc c'est la compromission, tu trahis, etc. Il a menacé les socialistes, aucun compromis n'est possible, je peux vous dire, dit-il, les électeurs de gauche seraient trahis. Oui, enfin quand il travaillait avec M. Dassault, il passait des compromis en Essonne. Hein. Ah bon? Oui. Ah bon, c'est-à-dire il travaillait avec... Compromis, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire qu'on gérait... Avec M. Dassault, les compromis Non, attendez, c'est pas des valises. Ah bon, d'accord. Non, mais il passait des compromis. La preuve, c'est qu'il l'a défendu dans l'hémicycle quand il a été mis en cause. Il savait discuter, mais Jean-Luc Mélenchon, il sait passer des compromis. Vous savez, c'est un homme de réalité. Voilà. Maintenant, les autres doivent pas, mais lui, il doit. Oui. Nous continuerons le NFP, le nouveau Front Populaire, sans eux, dit-il.
En parlant des socialistes, en parlant de vous. Non, mais c'est intéressant. Vous avez vu ce communiqué où il dit « Je n'ai pas donné de mandat ». Oui. Mais depuis quand il doit donner des mandats? Il s'occupe de son organisation, elle est fille. Nous, on n'a pas de mandat à recevoir de sa part. Il vit sa vie, on vit la nôtre. Mais l'expression « nous n'avons pas donné de mandat », ça veut dire « c'est moi le chef et c'est moi qui donne les bons de sortie ». Vous voyez la conception qu'il a de l'alliance. Oui. Oui. Donc, une solution de compromis, la censure. Comment avez-vous vécu la censure, Julien Drey? Ce moment politique fort de je l'ai mercredi vécu dernier. comme étant quelque chose qui allait conduire à la bêtise. Alors après, j'étais ennuyé parce que si j'avais été député, peut-être que je l'aurais pas fait. Je pense que j'aurais fait comme la députée socialiste, je me serais abstenu. Je l'aurais pas voté parce que je pense qu'elle ouvrait une crise dont on ne savait pas où on allait. Oui. Voilà, vous voyez, en Allemagne, dans le système allemand, il y a quelque chose qui est positif. Vous ne pouvez pas voter la censure si vous n'avez pas une alternative politique. Si vous ne présentez pas un gouvernement alternatif. En France, on peut faire la conjonction des extrêmes et après on ne sait plus où on va. Voilà, c'est une des réformes constitutionnelles que moi je souhaiterais qu'on fasse, c'est-à-dire que je pense qu'il faut aller vers un régime parlementaire, mais que la censure, elle doit être positive. C'est-à-dire si vous censurez, vous avez une alternative. Sinon, vous voyez, on se retrouve dans une situation ubuesque. Mais le Parti socialiste va demander l'abrogation de la réforme des retraites pour obtenir ce compromis, pour participer à ce compromis. Mais regardez, je pense que ce que fait Jérôme Gage est intelligent. Bon, parce que c'est un garçon intelligent. Il dit, on n'est pas obligé de passer en force tout. On peut faire une conférence sur les retraites, on peut discuter. D'autant que les organisations syndicales comme la CFDT disent, on peut arriver à trouver un point d'accord. La question des retraites ne se joue pas du jour au lendemain. Oui. On peut travailler à voir comment on préserve notre système de retraite, on peut travailler aux compensations qu'on a. Voilà, c'est une discussion qu'il faut avoir. C'est ça le grand problème qu'on a en France, c'est que la discussion, tout de suite, elle apparaît. Quand vous dites, bon, on va se mettre autour d'une table, on va discuter, on va trouver un point d'équilibre, on dit, ah non, tu vas te compromettre. Et vous savez, c'est une vieille tradition. Hein. C'est la tradition de la tutelle qui exerçait à l'époque, et je le respecte quand même, mais le Parti communiste sous la 4e République. Je voudrais terminer avec Notre-Dame. Notre-Dame. Vous avez regardé tout cela avec quels yeux? Avec des yeux éblouis, mais parce que je vais vous faire une coïncidence. Moi, je ne suis pas catholique, tout le monde le sait, mais j'adore aller dans des cathédrales, me mettre au fond et méditer. Et c'est un endroit pour moi très important. Je fais beaucoup quand je vais voir mes amis italiens, parce que là, il n'y a pas trop de monde dans les églises. Et je me mets au fond, et d'ailleurs, ils m'engueulent, ils me disent, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ce silence, il m'apporte énormément. Donc j'ai un respect énorme pour les cathédrales. Bon, donc vous avez regardé ça avec... Oui, j'ai regardé ça. Et toutes ces polémiques autour... Enfin, petites polémiques qu'elles n'ont pas vraiment prises. Autour de Emmanuel Macron s'exprime à l'intérieur de la cathédrale. Il pouvait s'exprimer parce que la cathédrale n'avait pas été transmise par l'État à la religion catholique, mais à la chrétienté. Franchement, moi je pense que... Je ne vais pas employer une expression, mais vous la voyez. Bon, je crois que ça s'appelle sodomiser les cooptères, quoi. C'est un truc comme ça, là. Bon, moi, je pense que c'est dépassé. Je veux dire, voilà, la cathédrale, elle nous appartient à tous maintenant. Voilà. Et donc, le président de la République qui a aidé, quand même. Moi, je pense que... moi, j'étais fier de la France. J'étais fier de la France, parce que c'est extraordinaire ce qu'on a fait. C'était inimaginable. Et il y a un savoir-faire français de tous ces ouvriers, de tous ces charpentiers, qui est magnifique. C'est un exemple qui est donné au monde. Je viendrai, j'évoquais Emmanuel Macron, et puis quand même, j'évoquais tous ceux qui étaient là et qui se prosternaient presque, on est dans une cathédrale, devant Donald Trump. Pardon, après l'avoir critiqué, après avoir presque dit que c'était un fou, qu'il était... et puis voilà que Trump élu apparaît, et tout le monde se prosterne. Ça, c'est la force du rapport de force, comme dirait l'autre. Non, la vérité, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à sa victoire, la plupart. Ils pensaient qu'il allait être balayé, parce qu'ils pensaient que ils n'ont rien compris à ce qui s'est passé dans l'élection américaine. L'élection américaine est très importante. Pourquoi? Parce que les démocrates ont joué la côte Est et la côte Ouest, c'est-à-dire ils ont joué le sociétal, et lui, il a parlé social. Et donc l'ouvrier américain, il a dit « Arrêtez de me casser les pieds avec toutes vos histoires sociétales. Moi, ce qui compte maintenant, c'est est-ce que j'ai du boulot, combien je suis payé, etc. » C'est une leçon pour la gauche. Oui, et c'est une leçon pour la gauche et pour les Français, et pour la classe politique française. Oui, c'est une leçon parce que ça veut dire que il y a aussi toute une série... Cette classe populaire que la gauche a abandonnée, Julien Drey. Une classe populaire qui, elle, la feuille de paie, c'est important. Évidemment. Et puis par ailleurs aussi, il y a des mutations sociologiques où ils sont pas forcément... Ils comprennent pas tout. Je pense notamment à tout ce qui se passe dans l'éducation. Et il y a une crispation naturelle. Et la sécurité, est-ce qu'il faut garder Bruno Retailleau à l'intérieur? Alors, moi,
J'ai un point d'interrogation sur Bruno Retailleau. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les ministres de l'Intérieur qui commencent en faisant les gros bras, j'en ai eu. Oui. J'en connais un qui s'appelait Sarkozy. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'il va faire bouger la machine. Parce qu'il faut qu'il bouge. Et est-ce qu'il va être capable, en complémentarité avec la justice, de faire bouger la machine? J'ai un doute. Voilà. Bien, merci Julien Drey. Qui est Mélenchon? C'est aux éditions Plomb, ça sort aujourd'hui à lire évidemment, hein, et pour tous ceux qui aiment la politique et pas que. Il est 8h56, merci de m'avoir Radio. reçu. Merci Patrick Roger, après nous, après les infos de 9h.